Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Au palais présidentiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé avec le directeur général du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Au menu des échanges, les activités du NEPAD en Côte d'Ivoire en tant qu'agence de développement de l'Union africaine. Hassan Mayaki a fait le point au président de la République des questions liées notamment au développement de l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture était lundi dernier au siège des assemblées des régions et districts de Côte d'Ivoire. Il a présenté les opportunités de mise en œuvre du PENIA, le programme national d'investissement agricole dans les régions de Côte d'Ivoire. Mamadou Koulibaly Sangafoua a fait le bilan des actions réalisées et recueilli les avis des présidents des conseils régionaux. On fait le point avec Noël Niagnou. PENIA, 4 lettres, un discours, le programme national d'investissement agricole. Sa vision, relancer le développement agricole partout en Côte d'Ivoire et in fine réduire sensiblement la pauvreté. Comment mettre cet outil de référence à la disposition des premiers responsables du développement local que sont les présidents des 31 régions et 2 districts de Côte d'Ivoire. Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture, a trouvé la solution. Elle a été mise en œuvre ce lundi au siège de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ici à Abidjan-Cocody. 2 heures durant, la quasi-totalité des présidents des régions et le président du district de Yamoussoukro ont suivi avec une intention soutenue la présentation du PENIA dans tous ses compartiments. Ils ont échangé avec le ministre et ses collaborateurs sur les opportunités qu'offre le PENIA pour leurs régions respectives. De cette rencontre, il est ressorti une volonté pour les présidents de conseils régionaux et des districts s'impliquer davantage dans la mise en œuvre du PENIA. Ce programme, dans tous ses détails, a pris en compte les préoccupations basiques de la population ivoirienne. Et à la suite de nos échanges, nous avions pu découvrir qu'une cartographie de tous les grands projets réalisés, bien qui sont en cours de réalisation par le ministère de l'Agriculture sur toute l'étendue du territoire. Les perspectives sont bonnes parce que les infrastructures agricoles sont en train d'être remises à niveau. Sangafoua Koulibaly s'en sort avec la conviction d'avoir recruté de nouveaux collaborateurs pour relever le défi de la relance du secteur agricole. Un secteur qui sera pour longtemps encore le vecteur de la croissance de l'économie ivoirienne. Ce que vous pouvez retenir après cette rencontre, c'est que vous avez 2 administrations, l'administration centrale et l'administration décentralisée, qui ont décidé désormais d'unir leurs forces pour donner des résultats probants, beaucoup plus amplifiés au niveau du secteur agricole. Conçu en 2012, le PENIA, Programme national d'investissement agricole, a mobilisé plus de 2000 milliards de francs CFA, dont 60% les intentions d'investissement pour les privés. Et toujours dans le domaine agricole, la Chambre nationale d'agriculture et la PANA FCI, la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, ont organisé récemment une rencontre dénommée Café des chambres de l'agriculture. L'objectif est de dégager les difficultés du secteur et promouvoir une agriculture familiale moderne. On en parle avec Bertin Guesson et Francis Boifou. Ministère technique, coopératives agricoles et partenaires au développement réfléchissent sur la mutualisation des moyens pour une agriculture familiale moderne. La rencontre est organisée par la Chambre nationale d'agriculture en collaboration avec la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, PANA FC. C'est un espace que nous avons voulu créer pour les agriculteurs afin de débattre de tous les sujets qui intéressent le monde agricole en général. L'agriculture familiale porte sur la foresterie, la pêche, l'aquaculture et la production pastorale gérée et exploitée par une famille. Selon les experts, cette agriculture est un facteur de souveraineté et de sécurité alimentaire. Pourtant, cette activité fait face à des contraintes. Il y a un a priori négatif qu'il faut faire tomber. Et puis, il y a la question de l'accessibilité au financement pour développer son exploitation. Que faut-il alors pour une meilleure agriculture familiale en Côte d'Ivoire? Quand on connaît le taux de croissance de la population ivoirienne, le taux d'urbanisation en Côte d'Ivoire, donc l'exploitation familiale doit pouvoir produire plus pour entrer dans le marché en dégageant un surplus de production. Ensuite, au niveau des autres défis, il y a le défi de la modernisation.
70% de la nourriture consommée dans le monde provient de l'agriculture familiale. Songon Kassamblé, situé à quelques kilomètres d'Abidjan, dispose désormais d'une usine de production d'attiqué. C'est un don du gouverneur du district d'Abidjan. Les femmes de l'association Haïfin de Songon Kassamblé sont les bénéficiaires de cette unité moderne et complète de transformation de manioc en attiqué. Elles travaillent maintenant dans de bonnes conditions et sont heureuses de se prendre en charge. Serge Koléa. Pendant longtemps, les femmes de Songon Kassamblé ont produit de façon artisanale l'attiqué, cette semoule de manioc très prisée par les consommateurs. On partait nous-mêmes chercher du manioc au champ. Bon, on épluchait, on pilait dans le mortier. Après avoir pilé, on mettait ça dans les paniers. 3 jours après, on mettait ça dans les sacs. Et on superposait les cailloux. Les gros cailloux là, on mettait dessus. Et puis on s'asseyait dessus pour faire passer la pâte. Elle se donnait beaucoup de peine pour peu de résultats. Cette période est désormais révolue. Le travail est beaucoup plus aisé depuis l'installation de cette unité moderne. Les machines se chargent de toutes les étapes de transformation du manioc en attiqué frais. Les femmes de l'association Haïfin gagnent en rapidité et en efficacité. Le produit fini est appelé attiqué émergent du fait de sa qualité. Il y a des personnes qui viennent commander de l'attiqué individuellement, quoi. Bon, il y a des personnes qui viennent, qui passent la commande de 250 à 100 000 à 50 000, comme ça. Donc nos activités, on a commencé il y a 2 mois maintenant, là, ça va, il n'y a pas de problème. À Songon Kassamblé, les femmes ont désormais une entreprise qui leur apporte de l'argent. Elles arrivent à se prendre en charge et peuvent contribuer à l'essor de ce village de la commune de Songon. Les femmes n'ont pas compris que quand on travaille, on prend l'argent, on va verser dans le compte. Donc maintenant, ils disent non, c'est pas comme ça, on ne travaille pas comme ça. On le met dans le compte et après que dans 1 mois, on voit maintenant on peut enlever quelque chose, et puis on partage, on donne un peu à tout le monde. Vraiment, on est fiers de ce que nous gagnons. Avec les économies que j'ai eues, j'arrive à payer l'école de mes enfants. Les femmes de l'association Haïfin saluent les actions du président de la République qui, à travers le gouverneur Abegré Mambé, a décidé d'aider les femmes de plusieurs villages du district d'Abidjan à donner une dimension industrielle à la production de l'attiqué en installant ces unités modernes qui leur permettent de commercialiser l'attiqué émergent. Les femmes de la région de la Bagoué s'organisent aussi pour lutter contre la pauvreté. Elles ont mis sur pied une fédération. Il s'agit de la Fédération des femmes de la Bagoué. Ces femmes affichent une détermination à se prendre à charge et à assurer la scolarisation des enfants dans la région. Mamadou Kwasi. Elles sont de Kolia, Kouto, Tengrela, Bon, Kasséré. De toute la région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire, d'obédiences religieuses et politiques diverses et de couches sociales différentes. Mais elles ont en commun le développement de leur terroir et surtout l'amélioration des conditions de vie des femmes de cette région. Pour atteindre cet objectif, les femmes ont mis sur pied une fédération. Et la présidente de cette structure fait de la lutte contre la pauvreté en milieu rural une priorité. C'est pourquoi Ténékone Fofana appelle ses sœurs à l'union et à la solidarité. Je demande pardon à tout le monde de venir, parce que c'est l'union qui fait la force. La ministre Kandia Kamara, fille de la région, a saisi l'occasion pour interpeller ses sœurs sur leur rôle dans le développement de la nation ivoirienne. Nous voulons que les femmes se regroupent en coopérative, en groupement, qu'elles puissent bénéficier de formation, surtout au niveau de l'alphabétisation, qu'elles puissent bénéficier des différents fonds, notamment le FACSI. Dans les jours à venir, la Fédération des femmes de la Bagoué compte investir le terrain pour recueillir les besoins des populations en vue de financer les micro-projets. Intéressons-nous à un nouvel outil de communication pour le gouvernement. Il s'agit des conférences numériques avec l'usage d'Internet comme vecteur. Les autorités ivoiriennes veulent s'approprier ces outils en donnant la parole aux citoyens. Le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information, Bruno Koné-Nabagné, s'est soumis à cet exercice. Lansina Ouattara.
Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Bruno Koné, a une conférence de presse, mais pas une conférence de presse ordinaire. Il s'agit d'une conférence numérique via Internet avec un dispositif technologique qui permet à des journalistes depuis leur rédaction à distance et à des citoyens d'échanger en direct avec lui. C'est une initiative du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, une première en Côte d'Ivoire et en Afrique. L'objectif visé est tout simple, c'est diversifier les moyens de communication du gouvernement, faire en sorte que le gouvernement soit sur toutes les plateformes où il y a une possibilité d'échanger avec les citoyens, les informer, expliquer les décisions qui sont prises et recueillir également leurs besoins. Et c'est bien le ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, Bruno Koné, qui a été le premier invité. Les médias seront de plus en plus des médias numériques, ça va être de plus en plus des médias sur Internet, ça va être de plus en plus des médias virtuels. Et il est donc bon que dès à présent notre gouvernement l'entende et ajuste son mode de fonctionnement. Pendant plus d'une heure, le ministre a répondu aux questions des citoyens envoyées via les médias sociaux, le site www.gouv.ci et celles posées en direct. Occasion pour Bruno Koné de revenir sur la politique de développement des TIC en Côte d'Ivoire. Une précision de taille lors de cette conférence numérique sur la question de la technologie 4G. Le ministre s'est voulu formel. L'État n'a pas encore donné d'autorisation à un opérateur d'exploiter pour l'instant cette technologie. Quant à la lutte contre la cybercriminalité, selon Bruno Koné, tous les efforts de la Côte d'Ivoire portent leurs fruits avec aujourd'hui l'accès à PayPal, solution d'achat et de paiement en ligne auquel le pays n'avait pas droit. La démolition du quartier Gobélé aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody a débuté. Selon l'ONPC, l'Office national de la protection civile, le quartier Gobélé est situé dans une zone à haut risque. Par conséquent, doit être démoli pour éviter des drames, notamment en saison pluvieuse. Plusieurs sites à risque identifiés dans le district d'Abidjan sont concernés par cette opération de déguerpissement. Et les oliviers ex-Colombie, sous-quartier situé aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody, n'a pas été démoli, mais le feu a ravagé les habitations. L'incendie s'est déclenché hier matin. Les dégâts matériels sont importants. C'est le deuxième incendie en moins de 2 semaines dans le même quartier. Samedi 12 juillet, environ 500 habitations parties en fumée aux Oliviers, ex-quartier Colombie. Bilan, un mort. 10 jours plus tard, mardi 22 juillet, scène similaire, de sapeurs-pompiers venus encore éteindre un feu. À quelques mètres du premier site, un incendie emporte une cinquantaine d'habitations. Ces dames disent avoir tout perdu. Tout s'est brûlé, je n'ai rien eu. C'est que 6 mois comme habite. Le feu, qui selon la plupart des témoignages serait venu de l'une de ces maisons de fortune situées entre ses domiciles et magasins de briques. Un voisin aurait oublié de fermer la bouteille de gaz. Désiré vit dans l'une de ces baraques. Il n'a pu sauver que ses pièces d'identité. On m'a appelé que ma maison a pris feu. J'ai couru pour venir, mais aiguille, je n'ai pas trouvé. Mais sincèrement, ce n'est pas nos fautes, on est dans baraque. En dur, on ne peut pas prendre en dur. Cochon que les gens demandent, c'est trop pour nous. Larmes et désolation et quelques tentatives pour sauver de maigres affaires. La jeunesse du quartier s'organise comme elle peut. Nous sommes aussi sur ce site pour enregistrer les sinistrés de l'incendie. Parce que la dernière fois, de l'autre côté de la maternité, il y a eu un même drame aussi. Les autorités sont venues nous demander les travaux à faire. Nous, on est parti prendre les habits, le matériel pour les sinistrés. Après, nous sommes arrivés, on voit encore la fumée qui s'élève de l'autre côté du quartier. Et on vient, voici tous ces dégâts qui se sont produits. 2 incendies en moins de 2 semaines et chaque fois causés par des gestes d'imprudence. Une réalité qui interpelle de plus en plus sur la précarité de l'habitat dans de nombreux quartiers du district d'Abidjan. À l'étranger, direction le Soudan du Sud à présent, où du fait de la famine, Médecins sans frontières se voit confrontés à un afflux de déplacés malnutris. La clinique de Médecins sans frontières a été détruite par les combats qui ravagent le Soudan du Sud depuis décembre. C'est donc à l'hôpital de l'Air, le seul à des centaines de kilomètres à la ronde, que MSF reçoit ses patients.
1200 par semaine, surtout des femmes, des enfants en état de malnutrition sévère après avoir fui la guerre civile. C'est pire depuis le début des combats. On ne mange plus que des baies sauvages et des racines. Ça a rendu mon enfant très malade et je ne sais plus quoi faire. Des ventres gonflés, des petits visages émaciés, les signes de malnutrition se font de plus en plus sentir chez les enfants. Certains ne pèsent plus que 2 kilos alors qu'ils devraient en faire 10. MSF voit poindre ici l'une des pires famines du continent depuis 30 ans. Nous constatons un taux très alarmant de malnutrition et ça ne doit pas continuer comme ça. Si rien n'est fait, la situation va se dégrader encore. Il y aura plus de mortalité, les gens n'auront plus accès à la nourriture. Oui, les choses vont vraiment empirer. Il est devenu quasi impossible de nourrir tous les déplacés. Quant aux habitants des villages alentours, la sécheresse et la guerre ont vidé aussi tous leurs greniers. Les gens souffrent de la faim et n'ont plus d'eau. Ils sont malades. Mais je vois que les aides humanitaires arrivent, donc il y a encore de l'espoir pour les habitants de l'Air. Mais pour combien de temps encore? Il faut plus d'argent pour financer les rations alimentaires. Problème logistique aussi, avec la saison des pluies, difficile d'atteindre les zones isolées. Enfin, la rébellion vient de reprendre les combats de plus belle, après 2 mois de cessez-le-feu. C'est ainsi que s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon début de journée.